La série s'ouvre sur un retour aux événements de la première saison, précisément le 12 novembre 1983. Cela fait exactement 6 jours que Will Byers a disparu et sa mère ne trouve toujours pas la moindre paix dans le monde réel. Cette scène nous montre enfin ce que Will a vécu pendant son séjour dans le monde à l'envers. Dans cet univers inversé, connu sous le nom de Monde à l'envers, on découvre Will, âgé de 12 ans, allongé dans le château de Byers et chantant la chanson « Devrais-je rester ou partir ?» Dans la première saison, on se souvient qu'il l'écoutait souvent dans la chambre de son frère Jonathan, surtout quand leurs parents se disputaient. Tout à coup, Will entend des pas à l'extérieur. Quelques instants plus tard, le Démogorgon fait irruption dans le château de Byers. Will lui tire dessus avec un fusil qu'il avait récupéré dans le monde réel, puis il s'enfuit aussi vite qu'il peut. Il grimpe jusqu'à la cime d'un arbre et observe la créature qui grogne et tente de le repérer. En percevant la présence de Will, le Démogorgon commence à grimper vers lui. Will comprend qu'il n'a plus d'issue, saute vers l'arbre voisin, mais n'arrive pas à s'agripper et tombe, perdant connaissance. Le Démogorgon ne lui fait pas de mal et l'emmène plutôt auprès de Vecna. Pour rappel, Vecna est l'adversaire principal de toute la série. Il contrôle le flagelleur mental, le Démogorgon, les Démodogs, les Démobats et toutes les créatures du monde à l'envers. Vecna s'approche de Will et à ce moment-là, un tentacule ressemblant à une liane sort du mur. Vecna force Will à avaler une substance lumineuse et épaisse, lui annonçant qu'ils accompliront de grandes choses ensemble. Cela explique pourquoi, à la fin de la première saison, Will toussait et rejetait un parasite dans la salle de bain. L'ambiance de la série reprend l'essence du fantastique des années 80, avec des références au film Alien. D'ailleurs, si vous voulez un résumé rapide d'Alien, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Si cette vidéo atteint 1000 likes, je sortirai un résumé complet de la saga Alien. La scène se déplace ensuite vers notre époque, plus précisément au 3 novembre 1987. Cela fait un peu plus d'un an après les événements de la 4e saison. La ville de Hawkins, dans l'Indiana, après l'apparition des portails de Vecna, est devenue un endroit d'où beaucoup d'habitants ont commencé à partir. Les gens pensent que ce qui s'est passé la saison précédente était une simple catastrophe naturelle, et que le gouvernement cache l'existence du monde à l'envers. Une partie de la ville a été évacuée. Jonathan, Will, Joyce et 11 vivent temporairement chez la famille de Mike, car leur maison a été détruite. Le père de Mike, Ted, n'apprécie pas vraiment que 11 et les Byers se vivent sous son toit. Will, Mike et leur petite sœur Holly partent à l'école à vélo. Robin travaille désormais comme animatrice radio, et Steve est son assistant. À l'antenne, Robin raconte que c'est son 500e direct, parle du confinement imposé en ville et explique qu'elle n'a pas l'intention de partir. La fissure géante apparue dans Hawkins, elle la présente comme un phénomène naturel rappelant un tremblement de terre. Robin mentionne aussi une zone interdite en ville, surveillée par les forces américaines, où personne n'a le droit d'entrer. Son émission est écoutée par la nouvelle petite amie de Robin, prénommée Vicky. Soudain, la diffusion s'arrête à cause de problèmes techniques, car le signal disparaît complètement. Steve contacte Dustin via talkie-walkie. Steve pense que les forces armées ont coupé la transmission parce que Robin ne respectait pas toutes les consignes de censure. Mais Dustin en doute, puisqu'elle n'a enfreint aucune règle. Dustin arrive à l'école avec un t-shirt du Hellfire Club et tout le monde le dévisage avec désapprobation. Comme nous nous en souvenons depuis la 4e saison, le créateur du club était Eddie. En réalité, c'était un club de fans de Donjons et Dragons, mais les gens du coin se sont mis à croire qu'il s'agissait d'un groupe malsain. Avant de disparaître, Eddie avait nommé Dustin chef du club. Même si le club n'existe plus, Dustin porte le t-shirt en hommage à Eddie, pour garder son souvenir vivant. Des joueurs de basket s'approchent de lui. Leur capitaine, Andy, est contrarié et exige que Dustin arrête de porter ce t-shirt. Dustin refuse, et Andy décide de le déchirer. À ce moment-là, Lucas intervient. Andy le traite de traître, mais Lucas lui dit de laisser Dustin tranquille, sinon il risque de mal le prendre. Will et Mike arrivent à l'école et soutiennent eux aussi leur ami. Andy bouscule Dustin et répète qu'il ne veut plus voir ce t-shirt, puis il s'en va. Lucas demande à Dustin d'arrêter de porter le t-shirt du Hellfire Club pour éviter de provoquer Andy, mais Dustin refuse. Mike et Will soutiennent Lucas et demandent à Dustin de retirer le t-shirt, mais Dustin leur répond qu'il devrait plutôt se concentrer sur Vecna, puis il s'éloigne. À l'école, on voit ensuite une affiche indiquant qu'une adolescente de 15 ans a disparu, Jane Hopper, autrement dit 11. La scène suivante montre une jeune fille courant dans une forêt, poursuivie par une dizaine de soldats américains. Ils finissent par la rattraper, mais il s'avère que ce n'est pas 11.
seulement une autre fille. Nous voyons ensuite la vraie 11, en plein entraînement intensif sur une décharge, où elle perfectionne son télékinésie pour pouvoir affronter Vecna à l'avenir. Hopper lui dit qu'elle vient de battre son record. Malgré cela, 11 n'est pas satisfaite et trouve qu'elle a été trop lente. Hopper lui propose de faire une pause et de manger des gaufres. Mais 11 refuse et préfère continuer son entraînement. Un camion inconnu arrive à Hawkins. À l'intérieur se trouve Murray Bowman, ancien journaliste devenu spécialiste des théories secrètes. Il se présente sous le nom d'Austin Millbridge, et les militaires le laissent entrer en ville. Pendant ce temps, Robin, Steve, Nancy et Jonathan cherchent le guide du poste radio pour le remettre en état. Nancy finit par le trouver. Le guide explique qu'ils doivent réparer le bloc du relais. Les 4 amis s'y rendent. Jonathan décide de monter pour le réparer, mais Steve insiste en disant qu'il est plus agile, presque comme une demi-créature de la jungle. Finalement, Steve et Jonathan grimpent en même temps et transforment la réparation en compétition, tandis que les filles les observent. Robin les compare à des hommes préhistoriques. À cet instant, le camion transportant Murray arrive. Jonathan et Steve atteignent le sommet ensemble, remettent le relais en marche, puis annoncent leur réussite. Mais Robin et Nancy ont disparu. Pendant qu'ils les cherchent, Murray remet à Nancy et Robin différents objets militaires. En réalité, il livre discrètement des fournitures de la base secrète de Hawkins en se faisant passer pour un simple chauffeur. Steve et Jonathan les rejoignent. Murray offre à Steve une boisson et des barres Peanut Butter Boppers, très populaires dans les années 80. À Jonathan, il donne une cassette de musique de Johnny Cochrane. Même si Jonathan préfère le rock'n'roll, Murray lui recommande d'essayer le jazz. Il montre aussi à Nancy des documents confidentiels où il est indiqué que les militaires prévoient d'entrer aujourd'hui dans le monde à l'envers. Pendant ce temps, Dustin entre dans la salle où se trouvent les serpents, puis en emporte discrètement un. À la cafétéria, Lucas discute avec Will et Mike. Il raconte que Dustin lui a déjà confié vouloir recréer le Hellfire Club. Lucas pense qu'il a perdu le sens des priorités. À ce moment-là, Dustin arrive et entend qu'on dit qu'il aurait perdu la tête, mais ses amis expliquent qu'il parlait d'Andy. Soudain, Robin apparaît à la radio. Elle diffuse un message codé indiquant l'heure et le lieu du rendez-vous pour l'opération Rampement. Cette opération est une mission tactique durant laquelle Hopper doit entrer dans le monde à l'envers pour récolter des informations lorsque les militaires ouvriront un portail. En discutant du plan, Steve demande si Vecna est vraiment parti pour de bon. Il pense qu'il pourchasse peut-être une silhouette disparue, puisque 11 ne parvient plus à le ressentir et que Will n'a plus eu de frisson depuis le grand tremblement du passé. Aucun membre du groupe n'a revu Vecna depuis leur affrontement lors de la saison précédente. Nancy affirme qu'elle est convaincue que Vecna est encore actif. Jonathan rappelle à Steve la vision montrée par Vecna, celle d'un Hawkins en flammes que Nancy avait vue. Nancy explique qu'ils doivent s'assurer que Vecna est complètement neutralisé et qu'il ne reviendra jamais. Alors que Dustin, Mike et Lucas continuent de discuter, Will entre brusquement dans un état étrange, en regardant le ciel qui semble se mettre à tourner. Quand les autres lui demandent si tout va bien, Will explique qu'il a eu une sensation incontrôlable et que le ciel tournoyait. Au même moment, Holly, la petite sœur de Mike et Nancy, joue sur un manège en regardant elle aussi le ciel. Son camarade Derek arrive, accélère la vitesse du manège, puis s'enfuit. Quand la maîtresse rappelle les enfants en classe, Holly s'en va en faisant un signe de la main à une silhouette. L'enseignante remarque qu'Holly semble parler toute seule. En réalité, elle discute avec quelqu'un appelé Monsieur Watsit. Personne d'autre qu'Holly ne peut le voir. Dans la scène suivante, un homme, que nous ne connaissons pas encore, entre dans un laboratoire militaire et s'approche d'une femme appelée Dr. Kay. Il lui annonce qu'il n'arrive toujours pas à retrouver 11. On découvre ensuite que ce laboratoire militaire se trouve dans le monde à l'envers. 11 veut absolument retrouver Henry et accompagner Hopper dans la mission nommée Rampement, mais Hopper le lui interdit. Joyce pense qu'11 est déjà prête à affronter Vecna si celui-ci est encore actif, mais Hopper refuse de prendre ce risque car de nombreux soldats patrouillent dans le monde à l'envers. Il ne veut pas mettre la vie de la fille en danger juste pour une mission d'observation. À l'école, Eddie ouvre son casier et sursaute en voyant un serpent à l'intérieur. De son côté, Mike attend Holly pour la ramener à la maison. Comme elle ne sort pas, il entre dans l'école, l'appelle partout et finit par la trouver assise sur un banc en train de lire. Il apprend alors que l'enseignante a convoqué leur mère pour parler de l'ami imaginaire de Holly. Holly explique à Mike que cet ami, Monsieur Watsit, veut la protéger d'une créature qui essaie de l'emmener. Mike lui raconte qu'il fait appel à une version courageuse de lui-même quand il a peur, et il sort une figurine issue de Donjons et Dragons. Il montre ensuite une figurine créée spécialement pour Holly et suggère qu'elle pourrait lui servir lorsqu'elle aura peur. Cette figurine représente Holly l'héroïque, une prêtresse dotée d'un pouvoir mystique capable d'ouvrir des
passage vers n'importe quelle dimension. Pendant ce temps, Max est toujours à l'hôpital, plongé dans un coma. Lucas remet encore une fois sa chanson préférée, celle interprétée par Kate Bush, en espérant qu'elle se réveille enfin. À l'hôpital, Will aperçoit Robin. Il découvre que Robin est venue voir sa petite amie, Vicky. Robin avoue avoir récupéré de l'argent appartenant à un homme décédé à l'hôpital et propose à Vicky d'aller dîner ensemble. Elles échangent un baiser et Will les observe sans qu'elle s'en rende compte. Comme Robin, il fait partie de la communauté queer. Je rappelle que Will est secrètement amoureux de Mike, qui est en couple avec 11. En voulant s'éclipser discrètement, Will laisse tomber son soda et s'enfuit. Robin aperçoit sa silhouette qui traverse le couloir et comprend qu'il les avait vus. Dustin se rend sur la stèle d'Eddie et découvre qu'elle a encore été couverte de graffitis par des fauteurs de troubles. Il regrette que la ville ignore toujours la vérité sur le départ d'Eddie, sur son acte de courage et sur le fait qu'il a été un véritable héros. En touchant l'inscription, Dustin remarque que ce n'est pas de la peinture, mais du sang. Puis il tombe sur des morceaux d'un serpent découpé, juste sous la stèle, le même serpent qu'il avait caché dans le casier scolaire d'Andy. À ce moment, les perturbateurs arrivent, menés par Andy. Dustin attrape les produits de nettoyage qu'il avait apportés pour la stèle d'Eddie et les lance en direction d'Andy et de ses amis. Il essaie de se défendre, mais ne parvient à rien. Andy et ses camarades s'en prennent à lui. Pendant ce temps, Lucas tente de le joindre via la radio, mais Dustin ne répond pas. Toute l'équipe finit par se rassembler. Mike et 11 sont heureux de se retrouver et se prennent dans les bras. Ils restent sur le toit et reviennent sur tout ce qu'il s'est passé. Mike est persuadé que Vecna est toujours en vie et qu'ils pourront le neutraliser pour ensuite vivre une vie longue et paisible. Malgré tout, il est clair qu'il n'y a plus vraiment d'alchimie entre Mike et 11. Les héros passent au plan. Steve allume le récepteur satellite et parvient à capter un signal puissant. Il lui faut quelqu'un pour l'accompagner, surtout maintenant que Dustin est porté disparu. Will se propose, mais Joyce refuse et envoie Jonathan à sa place. Will en est peiné. Hopper rejoint la forêt, puis descend dans les tunnels souterrains découverts dans la 2e saison. De son côté, Holly enfile le pendentif avec la figurine que Mike lui a offerte. Elle entend ensuite ses parents se disputer, en train de parler de son ami Monsieur Watsit. Elle monte dans sa chambre et se met à pleurer. En empruntant les tunnels, Hopper arrive à un ancien atelier radio abandonné, situé près de la base militaire. Lucas et Mike observent les camions de soldats à travers des jumelles. Des lanceurs de flammes avancent vers le portail et déclenchent un tir contrôlé. Les camions apparaissent ensuite. Hopper se faufile discrètement à l'intérieur de l'un d'eux. 4 véhicules militaires passent par le portail menant au monde à l'envers, et Hopper fait partie du convoi. Une fois les véhicules entrés, le portail se referme derrière eux. Hopper reste en contact avec l'équipe via la radio. Nancy et le reste du groupe suivent la trajectoire du fourgon grâce à une carte et à un projecteur. Les véhicules militaires sont victimes d'un accident, et Jonathan ordonne à Steve d'arrêter le fourgon, car ils perdent le signal. Hopper annonce par radio que les soldats se sont arrêtés brusquement. 11 et les autres pensent qu'ils ont peut-être compris que Hopper s'était glissé dans l'un des camions. À cet instant, Will voit une vision du monde à l'envers. Un démogorgon attaque le convoi de soldats, mais ne prête aucune attention à Hopper. Le récepteur radio cesse de fonctionner. Will perd connaissance, puis revient à lui, et affirme que le démogorgon se dirige vers la famille de Mike. Nancy et 11 partent immédiatement là-bas. Ted s'occupe tranquillement à jouer au golf dans le jardin, tandis que sa femme Karen se détend avec un verre de vin dans la salle de bain. Pendant ce temps, Holly reste dans sa chambre, bouleversée et complètement abattue. Tout à coup, la lampe commence à clignoter et une ouverture vers le monde à l'envers apparaît juste au-dessus de son plafond. De cette fissure surgit le démogorgon. Il tente d'entraîner Holly avec lui. La fillette s'accroche de toutes ses forces au cadre du lit et appelle sa mère. Elle parvient finalement à se libérer et à s'échapper du démogorgon. Terrifiée, elle court jusqu'à la salle de bain où se trouve Karen. La lumière continue de vaciller et Karen remarque que Holly est couverte de sang. À l'extérieur, le père de Mike voit la maison scintiller, comme si quelque chose perturbait toute l'électricité. Au même moment, Nancy et 11 se dirigent vers la maison de Mike. Le démogorgon fait alors irruption dans la salle de bain. Karen et Holly se cachent sous l'eau dans la baignoire. La créature, guidée par leur odeur, s'apprête à frapper, mais elle entend brusquement la voix du père de Mike, Ted. Le démogorgon se retourne vers lui, le charge et le projette violemment à travers un mur. Karen et Holly profitent de ce moment pour fuir. Juste avant qu'elles ne sortent de la maison, une nouvelle ouverture vers le monde à l'envers se forme et le démogorgon en émerge une seconde fois.
Karen réussit à lui asséner plusieurs coups avec une bouteille de vin brisée. Nancy et 11 entrent dans la maison. Nancy remarque du sang au sol, ainsi que sa mère, grièvement blessée mais encore vivante. Karen affirme que le monstre a emporté Holly dans le monde à l'envers. En voyant l'ouverture encore active, 11 y entre pour sauver Hopper et Holly. Mike, Lucas et Nancy conduisent Karen et Ted à l'hôpital. De son côté, Nancy nettoie le sang sur son bras et explique à Mike qu'elle considère que toute cette situation est de leur faute. Selon elle, si rien de tout cela n'était arrivé, leurs parents et Holly seraient toujours en sécurité. Mike lui répond qu'ils sont arrivés aussi vite que possible, mais Nancy insiste sur le fait qu'ils auraient dû tenter de sortir leurs parents de Hawkins ou leur dire la vérité. Leur discussion est interrompue par Lucas. Il explique qu'ils sont le 3 novembre, alors que Will a disparu le 6 novembre. Selon lui, il reste donc 3 jours avant le moment où tout a basculé. Il refuse d'y voir une coïncidence. Les forces américaines arrivent ensuite à la maison de Mike et commencent à examiner la scène. On rapporte au colonel tout ce que Nancy a déclaré. Il exige immédiatement l'accès à toutes les images des caméras de surveillance de la ville. Puis nous retrouvons 11 dans le monde à l'envers. Elle entend un bruit provenant de la forêt et, pensant qu'il s'agit de Vecna, se prépare à se défendre. Mais c'est Hopper qui sort de l'obscurité. Ensemble, ils suivent les traces de sang du Démogorgon, celui-là même que Karen avait réussi à blesser avec la bouteille de vin brisée. Joyce et Robin essaient de comprendre comment remettre le poste radio en état. Will est assis à la table et paraît très inquiet. Quand Robin part au garage chercher des fusibles de rechange, Joyce s'installe près de Will et lui demande ce qui se passe. Will avoue que ses visions sont devenues bien plus nettes et intenses qu'avant. Il dit qu'il avait l'impression d'être là-bas, comme s'il était lui-même le Démogorgon, qu'il voyait et ressentait exactement ce que la créature percevait. Will explique qu'en Californie, il ne sentait plus Vecna, mais que maintenant, le lien est revenu. Leur conversation s'interrompt lorsque Robin revient. Elle suppose que Will fonctionne comme une sorte d'antenne vivante et que plus il est proche de Vecna, plus le signal se renforce. Et plus il s'en éloigne, plus tout s'affaiblit. Will raconte ce qu'il a vu dans la forêt et veut essayer de surveiller Vecna, mais Joyce refuse complètement, car elle ne veut pas que Will prenne à nouveau des risques pour sa sécurité. Will répond qu'ils doivent retrouver Holly et qu'il n'existe aucune autre option. Joyce reste ferme et dit non. Pendant ce temps, Steve siphonne un peu d'essence chez une amie, puis il demande à Jonathan comment va Nancy. Jonathan explique que ses parents ont survécu à l'attaque, que Ted est plongé dans un sommeil artificiel, que Karen a été opérée et que Holly a été enlevée. Steve propose de passer à l'hôpital voir Nancy avec des fleurs, mais Jonathan s'y oppose immédiatement. Il conseille à Steve de se calmer, sous-entendant que Steve veut lui reprendre Nancy. Steve proteste et dit qu'il s'inquiète pour elle, parce qu'il la considère comme une amie, avant de traiter Jonathan de paranoïaque. À ce moment, Dustin arrive à vélo près de leur voiture. Steve reste figé, complètement surpris en voyant son meilleur ami dans cet état. À l'hôpital, Lucas reste assis près de Max, qui est plongé dans un état inconscient, et lui raconte tout ce qui s'est passé. Il dit qu'Onze ne pourra pas affronter Vecna seule et qu'elle aura besoin de soutien. Il supplie Max de se réveiller et de rejoindre l'affrontement final, parce qu'ils n'y arriveront pas sans elle. Lucas se met à pleurer et la prie de revenir. Dans le couloir de l'hôpital, Mike prend 2 gobelets de café, un pour lui et un pour Nancy. En marchant, il remarque dans la salle pour enfants un livre intitulé « Une ride dans le temps ». Nancy lui dit qu'elle n'a toujours pas le droit de voir leurs parents, car leur état reste très fragile. Mike lui demande si Holly lui a parlé de Monsieur Watsit. Il lui raconte ensuite qu'à l'école, Holly lui avait confié que Monsieur Watsit l'avait mise en garde en disant que des créatures pourraient essayer de l'emmener. Mike en est persuadé. Monsieur Watsit n'est pas une simple invention de l'imagination de Holly, mais quelqu'un de réel. Et s'il existe, alors il sait sûrement beaucoup plus qu'il n'y paraît. Nancy et Mike commencent à réfléchir à une manière de retrouver ce mystérieux Monsieur Watsit. Steve, Jonathan et Dustin roulent dans le fourgon. Pour éviter d'expliquer la vérité, Dustin raconte à Steve qu'il a abîmé son vélo. Steve voit très bien que ce n'est pas vrai. Il lui résume tout ce qui s'est passé pendant son absence. Dustin ne comprend pas pourquoi Vecna s'en est pris précisément à Holly. Steve commence à se mettre en colère. Il n'arrive pas à croire que quelqu'un ait agressé Dustin alors qu'il a toujours fait de son mieux pour le protéger. Après avoir réparé le talkie-walkie, Joyce tente de contacter Hopper. Robin et Will sortent discrètement du garage sans que Joyce s'en aperçoive et se dirigent vers l'endroit de la forêt où Will avait eu sa vision plus tôt dans la journée. Mais cette fois, il ne ressent plus rien. Dans le laboratoire militaire, un homme informe le docteur Kay qu'Onze se trouvait dans la maison des Wheeler la nuit où la petite fille nommée Holly a disparu, et qu'elle se trouve maintenant dans le monde à l'envers. Onze remarque une blessure sur le flanc de Hopper, qu'il essayait de cacher.
Elle la soigne avec précaution, en se souvenant de ce que Max lui avait appris. Hopper avoue qu'Onz lui rappelle beaucoup la personne qu'il était plus jeune. Il lui parle de son père et explique qu'enfant, il n'avait pas une relation simple avec lui. Il lui raconte aussi l'histoire de sa fille Sarah, en disant qu'elle était courageuse, pleine de confiance et persuadée qu'elle s'en sortirait. Hopper dit qu'il croyait en elle de toutes ses forces, puis il craque et se met à pleurer, avouant qu'il ne veut pas perdre Onz après avoir déjà perdu Sarah. Soudain, ils entendent le grondement du Démogorgon et se dirigent vers le bruit. Nancy et Mike parlent avec un médecin à l'hôpital pour demander la permission de voir leur mère, mais il refuse catégoriquement. Alors ils décident d'aller la retrouver sans autorisation. Dans le fourgon, Jonathan capte un bruit étrange dans le talkie-walkie. Joyce entend exactement le même son et pense que c'est Hopper. Dustin affirme que ce n'est pas lui. Un peu plus posnier, on nous zna et at kudejsrodit et zvuk. Robin et Will traversent la forêt en discutant. Robin lui demande s'il était à l'hôpital la veille. Elle avait remarqué que Will observait discrètement Seuchtanadellala. Will assure qu'il n'y était pas. Robin lui parle alors de sa relation avec Vicky et lui demande de garder tout cela pour lui. Will répond qu'il n'a rien vu. Soudain, Robin remarque une mandala, un symbole du bouddhisme et de l'hindouisme qui représente l'univers. À cet instant, Will est frappé par une vision. Il explique qu'il y a entendu un rire d'enfant, puis il se met en marche vers un endroit précis. Robin le suit. Hopper et Onz avancent vers la source du bruit puissant, mais ce n'est pas un démogorgon qu'ils trouvent. C'est un immense mur. Onz découvre la chaussure de Holly et comprend qu'elle a été ici et qu'elle a probablement été tirée de l'autre côté de cette paroi. Mike et Nancy se dédisent en patient et en infirmière. Ils trouvent la chambre où Karen est installée. Nancy lui tient la main et tente de communiquer. Karen reprend connaissance, mais elle ne peut pas parler à cause de sa gorge blessée. Nancy lui donne un stylo et un bloc-notes. Karen demande où est Holly. Nancy explique que Holly a été enlevée. Mike ajoute qu'il existe une personne qui sait où elle se trouve et qu'ils peuvent essayer de lui demander de l'aide. Monsieur Watsit. Karen écrit que l'institutrice a vu Holly discuter avec Monsieur Watsit, même si elle-même n'a rien aperçu. Will et Robin arrivent alors sur une aire de jeu. Karen raconte que Holly décrivait Monsieur Watsit de cette façon. Un homme avec un chronomètre, grand, portant un gilet, élégant et bienveillant. Elle l'appelait Henry. Will comprend qu'il a vu Vecna sur cette aire de jeu. C'est là que tout s'éclaire. Monsieur Watsit est en réalité Vecna, également connu sous le nom de Henry Krill. Et Holly se trouve dans le manoir de la famille Krill, dans le monde à l'envers. Dans le monde à l'envers, Hopper et Onz tentent de trouver un moyen de franchir un mur, mais tous leurs efforts sont vains. Au loin, ils aperçoivent les phares de véhicules militaires et entendent leur approche. Les militaires utilisent un appareil qui paralyse Onz grâce à des ondes sonores, agissant sur elle comme du kryptonite. Joyce part à la recherche de Robin et Will en voiture après qu'ils sont partis à la chasse à Vecna sans la prévenir. Elle retrouve Robin et lui reproche d'avoir mis son fils en danger, mais Will intervient, expliquant qu'ils ont découvert les plans de Vecna pour enlever d'autres enfants et qu'ils peuvent utiliser ces informations pour protéger la prochaine cible. Il ajoute qu'il n'est plus un enfant et qu'il veut arrêter Vecna une bonne fois pour toutes. Derek, un camarade de classe de Holly, aperçoit également Monsieur Watsit. Dans le monde à l'envers, Holly prend son petit déjeuner avec Henry dans la maison des Krill. Il lui assure que ses parents arriveront dès leur sortie de l'hôpital. Henry annonce l'arrivée prochaine de Derek, ce qui ne ravit pas Holly. Il la rassure en promettant que si Derek se comporte mal ou lui fait du mal, il le renverra à Hawkins. Henry et Holly sortent dans la rue. Henry lui ordonne de ne jamais aller dans la forêt et lui indique qu'il sera absent toute la journée, laissant la maison à sa disposition. Avant de partir, il demande à Holly de vérifier le courrier. Dans la boîte aux lettres, elle trouve une cassette Tiffany et un magnétophone. Plus tard, Holly rentre précipitamment dans la maison, mais en montant vers l'entrée, elle entend un bruit étrange venant de la forêt, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait. Les militaires arrivent près du mur et commencent à chercher Onz. Hopper et Onz se cachent derrière un panneau publicitaire. Onz souffre terriblement à cause de l'appareil sonore. Un militaire trouve le couteau de Hopper accroché au mur, puis active de nouveau l'appareil et la douleur devient insupportable. Onz crie, révélant sa position. Hopper parvient à neutraliser plusieurs soldats et détruit l'appareil. La douleur cesse immédiatement et Onz se débarrasse facilement des militaires restants. Will et Lucas sont choqués en voyant l'état de Dustin après que des joueurs de basket l'ont agressé. À l'intérieur, Will explique au groupe ses capacités et révèle que Derek est la prochaine cible de Vecna. Dans sa vision, il a vu Vecna pénétrer dans l'esprit de Derek et observer tout ce qui se passait à travers ses yeux. Nancy informe également le groupe qu'ils ont découvert qu'Henry est en réalité Monsieur Watsit et qu'ils préparent un plan. Selon ce plan, ils doivent enlever Derek et le transporter dans une grange abandonnée, puis, lorsque le Démogorgon viendra à la grange, lui fixer un traceur.
L'élément clé est de bander les yeux de Derek pour que Vecna ne puisse pas localiser sa position. Dustin et Lucas s'inquiètent. Que se passerait-il si le Démogorgon attrapait Derek avant eux, ou si Derek se réveillait et alertait sa famille, ce qui risquerait d'attirer la police sur eux? Mike peaufine le plan. Il faut trouver quelqu'un en qui la famille de Derek a confiance et qui pourra leur donner un somnifère afin que le groupe puisse sécuriser l'enlèvement sans risque. Pendant ce temps, Holly danse sur une chanson de Tiffany et prépare son repas à la maison. Elle explore la maison et découvre une photo du jeune Henry. Elle a le temps de se changer et de revêtir une jolie tenue. Soudain, elle entend la sonnette et remarque une silhouette sombre à la fenêtre. En regardant dehors, elle voit le drapeau de la boîte aux lettres levé. À l'intérieur, elle trouve une lettre. « J'ai besoin de ton aide. Retrouvons-nous aux croix. Henri ». La lettre contient également une carte menant à travers la forêt vers un point précis et une boussole. Dans le monde à l'envers, les militaires arrivent près du grand mur avec le colonel. Ce dernier est furieux et ordonne de retrouver Hopper vivant. Hopper et 11 ont réussi à s'échapper, emmenant le sergent Akers en otage pour obtenir des réponses. Hopper veut savoir quand arrivera le prochain convoi de ravitaillement afin de retourner dans le monde réel, tandis qu'11 souhaite rester dans le monde à l'envers pour étudier le mur mystérieux. Elle propose un compromis. Elle pénétrera dans l'esprit d'Akers pour obtenir des informations sur le convoi et en apprendre plus sur le grand mur. À l'école, Mike et Lucas discutent avec Erika, la petite sœur de Lucas. Erika était amie avec Tina, la sœur de Derek, mais elles se sont disputées. Après quelques négociations, Erika accepte d'aider le groupe. Robin et Will se rendent à l'hôpital pour voler des somnifères qui leur permettront d'endormir la famille de Derek. Soudain, Robin aperçoit Vicky à l'hôpital et se cache, car elle avait promis un rendez-vous avec elle, mais elle devra annuler ses plans. Pendant qu'ils discutent, Will demande à Robin comment elle savait que Vicky voulait sortir avec elle. Robin explique qu'il y avait des signes, comme des touches et des regards échangés, jusqu'à ce que cela devienne évident et évolue progressivement en quelque chose de plus sérieux. Ils trouvent ensuite les somnifères et les prennent. Murray arrive avec les fournitures, bidons, munitions, balles en caoutchouc, fils barbelés, feux d'artifice et d'autres matériaux pour le piège. Steve commence à modifier le van pour le rendre plus léger et ainsi augmenter sa vitesse. Dustin a une idée pour transformer la voiture préférée de Steve en véhicule le suivi, en y apportant quelques ajustements. Nancy décide de tirer le traceur sur le Démogorgon avec un fusil. Jonathan et Murray discutent en privé. On apprend que Jonathan avait prévu de demander Nancy en mariage, car la cassette que Murray lui avait donnée au début de la saison contenait une bague de fiançailles. Mais après l'attaque du Démogorgon sur les parents de Nancy, il a décidé de reporter sa demande. Murray l'encourage à ne plus attendre, car le moment est parfait. Lorsque Akers en prend conscience, Hopper lui demande des informations sur le mur, mais il refuse de parler. Hopper insiste ensuite sur la base de la laboratoire, mais Akers reste silencieux. Hopper rappelle que 11 a déjà pénétré son esprit et qu'elle cherche des réponses, l'exhortant enfin à parler. 11 utilise ses pouvoirs télékinétiques pour explorer l'esprit d'Akers et voit son arrivée dans la base militaire du monde à l'envers. Elle observe le Dr. Kay entrer dans une pièce verrouillée avec une grande porte métallique ressemblant à un coffre-fort. Hopper demande à Akers ce qu'il y a derrière, mais il prétend ne pas savoir. 11 tente d'ouvrir la porte par télékinésie, mais Akers perd connaissance. Hopper accourt pour vérifier qu'11 va bien, et elle lui révèle que le Dr. Kay retient derrière cette porte quelqu'un de puissant. 11 pense que les militaires pourraient garder Vecna dans le laboratoire. Pendant ce temps, Holly hésite entre suivre les instructions de la lettre ou rester chez elle comme le lui a ordonné Henry. Elle trouve l'inspiration dans la figurine que Mike lui avait offerte et décide finalement de se rendre dans la forêt en suivant la carte. Derek joue à sa console quand sa grande sœur Tina vient éteindre la console. À ce moment, Erika arrive chez Tina avec une tarte en guise d'excuse. Le plan fonctionne. Tina l'invite à entrer. Dans la maison de Derek, toute sa famille dîne, et on découvre que la tarte a été utilisée pour endormir la famille. Tous mangent la tarte sauf Tina, qui dit qu'elle est au régime. Finalement, la tarte endort le père, la mère et le frère de Derek. Tous sauf Tina. Erika lui fait alors une injection pour l'endormir aussi. Après avoir bandé les yeux et attaché Derek et sa famille, le groupe les charge dans le van. Joyce, Robin, Erika et Will se dirigent vers la grange. Les autres préparent la maison à l'arrivée du Démogorgon, à la manière de « Maman, j'ai raté l'avion ». Will parle avec Joyce. Elle exprime son inquiétude pour lui et se remémore la période où il avait disparu 4 ans plus tôt, se sentant complètement perdu. Steve et Dustin remarquent que toutes les lumières de la rue clignotent.
signe que le Démogorgon approche. On voit le Démogorgon ouvrir un portail au plafond de la chambre de Derek et se diriger vers son lit. Le groupe passe alors à l'action. Nancy place le traceur sur le Démogorgon avant qu'il ne retourne dans le monde à l'envers. Nancy, Jonathan, Steve et Dustin partent en voiture pour suivre le signal, mais celui-ci se perd soudainement. Dustin réussit à le recapturer et découvre avec étonnement que la créature s'est retournée. De retour à la grange, Derek reprend conscience. Will comprend alors que Vecna est quelque part à proximité et que le changement de direction du Démogorgon indique qu'il se dirige directement vers eux. Pendant ce temps, Holly arrive à destination et s'approche du mur de pierre. Elle voit une ouverture et appelle Henry, mais aperçoit plutôt une silhouette en mouvement dans l'orifice de la grotte. Holly s'enfuit dans la forêt, poursuivie par quelqu'un. Elle se cache derrière des rochers. La silhouette s'approche, et lorsque Holly se penche, la caméra recule pour révéler que c'est Max, qui l'accueille simplement par un « Salut ». Joyce tente de convaincre Derek de coopérer avec eux, lui expliquant qu'ils sont là pour l'aider et le protéger du monstre qui le traque. Derek aperçoit Will et l'appelle Zombie, car comme on s'en souvient, il est mort puis revenu à la vie. Même aux 2e saison, beaucoup de camarades taquinaient Will en l'appelant Garçon Zombie, un surnom qui est resté pendant 4 ans. Après que Joyce lui a expliqué toute la situation, Derek dit qu'il lui fait confiance. Joyce le libère, mais Derek la pousse au sol et repousse Robin et Erika. Will tente de le retenir, mais Derek lui jette du sable au visage, se libère et grimpe sur le toit de la grange en faisant tomber l'échelle. Tous essaient de le convaincre de redescendre, mais il refuse. Robin et les autres répètent qu'ils veulent l'aider, mais il n'écoute pas. À ce moment, Will a une vision. Une créature se précipite vers la grange. Joyce attrape sa hache et le Démogorgon fait irruption à l'intérieur. Elle balance sa hache et le repousse hors de la grange. Steve, Dustin, Nancy et Jonathan arrivent et percutent le Démogorgon avec la voiture de Steve. La créature ouvre un portail et retourne dans le monde à l'envers. Steve appuie à fond sur l'accélérateur et les suit. Une fois dans le monde à l'envers, ils avancent en direction du Démogorgon. Will voit une vision. 4 enfants sont dans le monde à l'envers. Des tentacules attachés à leur bouche, comme cela avait été le cas pour Will. Joyce essaie de contacter Steve et ses amis, mais ils ne répondent pas. Robin comprend immédiatement qu'ils sont partis dans le monde à l'envers. Dans la grange, Will commence à dessiner sa vision. Il explique qu'il a vu 4 enfants, mais que Vecna veut en enlever 8 autres. Il y aura donc 12 enfants au total, mais personne ne sait pourquoi. Mike et Lucas arrivent à la grange et racontent qu'en venant, ils ont vu les militaires enlever Debbie Miller et d'autres enfants de leur maison, sans savoir pourquoi. La scène se déplace dans le laboratoire du monde à l'envers. Le Dr Kay et le colonel discutent des enfants enlevés par Vecna. Le Dr Kay donne l'ordre de rassembler tous les enfants de Hawkins âgés de 5 à 9 ans et de les transporter sur la base militaire de la ville. On découvre que c'est elle qui a pris cette décision. Elle croit à tort qu'Onz est responsable des enlèvements après avoir été vue dans la maison de Mike. Elle ne comprend pas que les enfants sont en réalité la cible de Vecna et que les regrouper tous au même endroit est la pire chose qui puisse arriver. Dans le monde à l'envers, Max aide Holly à soigner un genou égratigné. Holly explique qu'elle connaît Max car elle venait souvent chez eux, mais elle s'étonne que Max puisse lui parler alors qu'hier encore, elle était dans le coma à l'hôpital. Max emmène Holly dans la grotte où elle s'était cachée. On apprend que c'est Max, et non Henry, qui a écrit le mot pour s'assurer que Holly viendrait à la grotte. Holly hésite, ne sachant pas si cette Max est réelle, alors Max raconte une anecdote drôle sur Mike enfant qui essayait de se faire un Iroquois rouge vif. Holly commence alors à lui faire confiance. Dans la grotte, Max explique à Holly qu'elle se trouve à l'intérieur d'un souvenir, un monde créé par Henry. Ce n'est pas le monde réel, mais une prison. Pendant ce temps, les enfants sont transportés dans un bus militaire vers la base secrète de Hawkins. Nos héros réfléchissent à la façon de les sauver. Mike propose un plan. Derek doit agir discrètement pour découvrir quels enfants connaissent Monsieur Wadzit, puis les mettre à l'abri jusqu'à l'arrivée de Vecna. Dans le monde à l'envers, Hopper et Onze explorent le laboratoire. Hopper doute de la théorie d'11 selon laquelle Vecna se trouve sur le site. Onze décide de pénétrer dans les laboratoires, mais Hopper lui rappelle que ce n'est pas un exercice et que c'est trop dangereux. Soudain, on entend Dustin à la radio. Il explique que lui, Steve, Nancy et Robin sont dans le monde à l'envers, que leur véhicule a percuté un mur et est tombé en panne. Il demande à Hopper et Onze de les rejoindre au cimetière pour les aider à dégager la voiture afin de poursuivre la surveillance du Démogorgon.
Hopper évoque le mur et mentionne qu'eux aussi l'ont vu. Et il pense que Holly se trouve derrière. Il annonce qu'ils ont un plan. Nancy prend la radio et demande de quoi il s'agit, mais Hopper se contente de leur ordonner de rester sur place avant de donner à 11 l'autorisation de pénétrer dans le laboratoire. Max explique qu'après que Vecna a ouvert les 4e et derniers portails, divisant Hawkins en deux, elle aurait dû mourir. Et que, pendant un instant, c'est arrivé. La scène revient sur le moment de la mort de Max dans la 4e saison. Après cet instant mortel, Max se réveille dans la salle arc-en-ciel du laboratoire national de Hawkins. Elle ouvre la porte de sortie et se retrouve à l'école de Hawkins en novembre 1959. Max précise qu'en réalité, elle n'y était pas physiquement, elle observait seulement. Peu à peu, elle comprend qu'elle se trouve dans les souvenirs d'Henry. Max remarque que lorsqu'on est prisonnier, seules quelques portes s'ouvrent devant soi. La première porte est de se donner la mort. La deuxième est d'accepter son destin. La troisième est de s'échapper. Max choisit la 3e porte et continue de passer de souvenir en souvenir, comme si elle courait dans un labyrinthe. Un jour, elle entend Kate Bush, sa chanteuse préférée. En réalité, cette musique était diffusée dans le monde réel par Lucas à l'hôpital. Même après tout ce temps, il n'a pas abandonné et attendait que Max se réveille. Derek s'infiltre dans la base militaire secrète de Hawkins en se faisant passer pour un enfant égaré. Il indique à Joyce à la radio l'emplacement des toilettes. Point de départ où Joyce et les autres vont creuser des tunnels pour ouvrir un chemin et permettre l'évasion des enfants. Dans le monde à l'envers, 11 se prépare à pénétrer dans la laboratoire militaire. Elle veut découvrir ce que le Dr Kay cache derrière la porte verrouillée du dépôt. Après avoir réussi à passer les contrôles de sécurité et permis à Hopper d'entrer sur la base, ils se dirigent ensemble vers le laboratoire. Derek commence à interroger les enfants à propos de Monsieur Watsit. Au début, personne ne comprend de qui il parle. Puis, une petite fille s'avance et demande s'il ne parle pas d'Henry. Pendant ce temps, Joyce, Lucas, Murray et le reste de l'équipe sont sous le choc. Le destin du monde repose sur Derek Turnbow. Dans le même temps, Mike et Will discutent. Will confie qu'il ressent parfois Démogorgon, y compris sa colère, comme s'il était lui-même. Mike propose que, peut-être, Will pourrait contrôler Démogorgon à la manière de Vecna. Mais Will trouve cette idée folle. Robin remarque que Will essaie de croiser le regard de Mike et de le toucher. Elle comprend que Will éprouve des sentiments pour Mike. Alors qu'ils sont coincés avec la voiture sur le mur, Dustin capte un bruit à la radio et attrape ensuite une carte. Nancy est irritée que Hopper leur ait demandé d'attendre. Steve propose de passer à travers le mur, mais Jonathan lui rappelle qu'il ne devrait pas prendre de décision après qu'il se soit retrouvé coincé dans le monde à l'envers. Nancy prend la défense de Steve, rappelant à Jonathan que Vecna a enlevé sa sœur et qu'ils ne peuvent pas rester les bras croisés. À ce moment, Dustin arrive et révèle que le mur forme un grand cercle, dont le centre se trouve à la laboratoire de Hawkins. En d'autres termes, ce mur pourrait avoir été créé directement dans le laboratoire. Il s'en rend compte en comprenant que les interférences qu'ils avaient entendues auparavant provenaient précisément du mur. Max continue de raconter son histoire à Holly. Elle explique qu'elle a traversé de nombreux souvenirs et qu'en fin de compte, tout a conduit à la nuit où Vecna avait essayé de la capturer. Elle raconte ensuite qu'elle est montée par un escalier et a trouvé une sortie. Un portail la montrait sur son lit d'hôpital. Elle s'est mise à courir vers le portail pour revenir dans le monde réel. À ce moment-là, dans le monde à l'envers rouge, Henry apparaît juste derrière elle. Max commence à fuir jusqu'à entrer dans une grotte. À sa grande surprise, Henry est effrayé. Max explique qu'il y a quelque chose dans cette grotte et dans ce souvenir qui le terrifie tellement qu'il refuse d'entrer. Dans la grotte, elle est en sécurité et en a fait son refuge. Max choisit la porte numéro 2, accepter son destin. C'était le cas jusqu'à l'arrivée de Holly. Maintenant, la porte numéro 3 est de nouveau ouverte. Max a un plan pour les faire sortir, mais cela prendra du temps. Elle explique qu'Henry va bientôt revenir et ne doit pas savoir que Holly est partie dans la forêt. Selon Max, Holly doit retourner dans la maison d'Henry. C'est le seul moyen de s'échapper. Holly accepte et demande à Max de lui expliquer exactement quoi faire. Dans le tunnel, Will et Robin discutent seuls. Robin raconte à Will l'histoire de Tammy Thompson. Pour rappel, dans la saison 3, Robin avait déjà parlé de Tammy à Steve. Elle explique qu'en classe de 3e, elle était amoureuse de Tammy. Elle espérait qu'un jour, Tammy ressentirait la même chose, mais elle n'osait pas lui parler. Puis Steve est arrivé dans leur classe et Tammy est tombée amoureuse de lui, ce qui a fait voler en éclats ses rêves. Un jour, en rangeant le garage, Robin trouve une cassette de sa 4e année. Elle a à peine pu se reconnaître enfant. Elle était insouciante, intrépide et aimait chaque parcelle d'elle-même. C'est à ce moment qu'elle comprend que le problème venait d'elle-même. Elle devait juste arrêter d'avoir peur de qui elle était vraiment.
À ce moment, Lucas leur crie de se dépêcher et de commencer à creuser. 11 crée une diversion qui permet à Hopper de s'approcher discrètement du scientifique dans le laboratoire. Ils lui prennent la carte clé et tentent d'ouvrir une porte verrouillée. Le scientifique dit qu'il n'a pas accès. Il passe au plan B. 11 utilise ses pouvoirs pour ouvrir la porte, mais avant qu'elle n'y parvienne, l'alarme se déclenche et un appareil sonore la rend vulnérable. Pendant que Mike et Lucas creusent, ils réalisent qu'ils ne sont pas au bon endroit et tombent sur un tuyau dans l'évier. Ils se déplacent donc ailleurs. Pendant ce temps, Derek rassure les autres enfants, leur disant de se détendre et de ne rien craindre. Joyce donne le signal à Derek d'envoyer les enfants évacués. Les filles passent une par les toilettes pour sortir. Dr. Kay trouve 11 assise à une table, les mains sur les oreilles. Elle lui dit qu'elle la cherchait depuis longtemps. 11 répond qu'elle sait que son nom est Dr. Kay et que son prisonnier dans la pièce secrète est Henry. Elle lui assure également que Dr. Kay et ses hommes ne survivront pas longtemps. On voit Akers et ses hommes chercher Hopper. Il tire dans un placard où il pense qu'il se cache et tue accidentellement le scientifique. Hopper ouvre le feu et élimine plusieurs gardes, mais son arme se bloque. Hopper et Akers se battent au corps à corps. Hopper l'emporte, mais une créature avec des tentacules du monde à l'envers attrape Hopper et commence à l'étrangler. Quand Dr. Kay entre dans la pièce, elle traite Hopper de véritable épine dans le pied, expliquant pourquoi 11 avait tant de mal à la localiser. À ce moment, 11 décide d'aider Hopper. Même si ses pouvoirs sont neutralisés par l'appareil sonore, elle parvient à distraire Dr. Kay, permettant à Hopper de se libérer et d'assommer le docteur. Derek commence à faire passer les enfants un par un à travers les toilettes. Mais Mike remarque que le tuyau dans lequel ils sont tombés commence à fuir. Il essaie de le maintenir avec Will pour empêcher l'eau de jaillir. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'Ashley, une fille qui n'a jamais vu Monsieur Watsit, entre dans les toilettes et aperçoive Mike et Will en train d'essayer d'arrêter la fuite. Ashley prévient immédiatement un agent de sécurité. Derek et les autres enfants se précipitent vers les toilettes. Les militaires finissent par défoncer la porte et capturent Will, Derek, Mike et Joyce. Mais ils réussissent malgré tout à faire passer 5 enfants par les tunnels. 3 d'entre eux parviennent jusqu'à Murray et son camion grâce à Robin, et 2 autres sont envoyés dans les tunnels avec Lucas. Hopper dit à Elle qu'elle doit rejoindre la forêt, là où le kryptonite ne pourra pas l'atteindre. Il lui donne une boussole et lui dit de se rendre au cimetière pour retrouver Nancy et les autres. Hopper prévoit de se faire exploser dans la pièce où Vecna est enfermée, afin d'en finir pour de bon. Il lui dit à quel point il est fier d'elle, de tout le chemin qu'elle a parcouru et de la personne qu'elle est devenue. Il dit à Jane qu'il l'aime, puis quitte la pièce avec la carte d'accès, fermant la porte derrière lui. Il avance dans le couloir vers la porte derrière laquelle Henry est retenu prisonnier. On voit des souvenirs de la mort de sa fille Sarah, et Hopper commence à pleurer. Il ouvre la porte et entre. Dans la base militaire secrète de Hawkins, Will a soudain une vision. Il voit quelque chose foncer vers la base. Will s'effondre et dit « Ils arrivent ». L'électricité se met à clignoter dans toute la base, et un démogorgon surgit du sol pour attaquer les soldats. Puis, un deuxième démogorgon apparaît. À Hawkins, les failles commencent à s'ouvrir de nouveau. Les démogorgons ne se contentent pas d'attaquer la base. Ils traquent aussi Lucas et Robin, espérant capturer les autres enfants. Le chaos règne partout. Dans le laboratoire de l'Upside Down, après la désactivation des dispositifs sonores, la porte s'ouvre et Hopper en sort indemne. Vecna ne se trouvait pas derrière la porte. Hopper conduit Elle dans une pièce où elle découvre Kali, reliée à un appareil. Il s'avère que ce n'était pas Vecna à l'intérieur, mais Kali. Kali, un personnage de la saison 2, ne possède pas de télékinésie comme elle, mais elle peut provoquer des hallucinations. La durée de sa captivité par le Dr. Kay et la façon dont elle s'est retrouvée enfermée dans cette pièce reste un mystère qui sera sûrement expliqué dans le 2e volume. Dans le monde réel, Mike et les autres voient une silhouette sortir d'un portail de l'Upside Down. Vecna apparaît, Henry, Uno, avec une nouvelle apparence. L'armée américaine lui tire dessus, mais cela ne lui fait rien. Il utilise ses pouvoirs télékinétiques et élimine les soldats sans effort. Dans les tunnels, Lucas et les enfants se retrouvent encerclés par des démogorgons venant des 2 côtés. Vecna s'avance vers Will. Joyce, dans un réflexe protecteur de maman ours, lui ordonne de ne pas s'approcher de son fils. Mais Vecna utilise ses pouvoirs et la repousse facilement sur le côté. Ensuite, il transporte Will jusqu'à lui, en le faisant léviter. Vecna révèle qu'il a choisi les enfants de Hawkins pour modifier l'univers. Pendant qu'il raconte son histoire, on voit les démogorgons emporter les enfants dans le monde à l'envers. Vecna explique que les enfants sont faciles à briser, à remodeler et à contrôler. Ils sont des vases parfaits. Il affirme que Will a été le premier à céder facilement et que grâce à lui, il a compris qu'il pouvait réaliser son rêve.
Finalement, Vecna ne fait pas de mal à Will. Il le relâche et disparaît dans le monde à l'envers. Un démogorgon fonce sur Robin, un autre sur Lucas, et un troisième surgit du sol pour attaquer Mike. À ce moment, Will se rappelle ce que Robin lui avait dit. Il doit arrêter d'avoir peur d'être lui-même. On voit alors le petit Will, seul, sur une balançoire, et le petit Mike venir le rejoindre. Ils deviennent rapidement les meilleurs amis et jouent même ensemble à Donjons et Dragons. S'enchaînent des souvenirs d'enfance. Will et son grand frère Jonathan construisent le château de Byers. Will montre un de ses dessins à sa mère et il court dans la forêt déguisé en sorcier. Will le sage, issu de son jeu de rôle préféré. De retour dans le présent, grâce à l'amour qu'il porte à Mike, Will soulève un démogorgon dans les airs. Ses yeux deviennent blancs et sa main s'étend comme celle de Vecna. Avec son pouvoir télékinétique, il soulève tous les démogorgons, leur brise les membres et les détruit. Will tombe à genoux, ses yeux redeviennent normaux et un filet de sang s'écoule de son nez, comme pour Onze et Henry. La deuxième partie du résumé complet sortira après le Nouvel An. Abonne-toi pour ne rien manquer.